Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Alors, est-ce que je dois vous présenter, madame, un petit mot quand même, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore dans cette salle, dans une salle où on... Oui, je ne sais pas, en tout cas, ils sont venus nombreux avec d'autres visages. Il y a des personnes nouvelles, et c'est un petit peu ça, il y a à la fois des habitués, puis il y a des personnes nouvelles, donc bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, et puis content de revoir les autres. Alors, vous êtes docteur d'État en anthropologie, directrice de la revue Ethnologie française, d'accord? On n'entame pas le débat si est-ce que vous êtes ethnologue ou anthropologue, on va le clore avant de l'ouvrir. Vous avez consacré vos recherches à la famille, à la parenté et aussi au rituel, et c'est surtout sur ce dernier point qu'on avait un intérêt d'une conversation et d'un échange avec vous autour d'une question: est-ce qu'il existe des rituels dans nos sociétés dites individualistes? Alors, dire quand même que cette conférence, elle arrive à un moment où tout le monde, à tous les niveaux, s'interroge sur ce fameux lien et ce fameux mot valise qui est le vivre ensemble. C'est une conférence aussi qui arrive à un moment où on se demande où, quand et comment on fait famille, un de vos sujets préférés, comment on fait société, comment on fait organisation, et pour le géographe que je suis, comment on fait aujourd'hui aussi territoire. C'est une conférence qui arrive à un moment où des terroristes inscrivent des événements sanglants dans nos calendriers, ils les insèrent avec violence, à un moment aussi de deuil collectif, et ce moment particulier du deuil, vous en parlez aussi dans vos travaux. Ça arrive à un moment aussi où de grands événements qu'on aurait pu aborder comme des rituels, je pense à de nouveaux rituels comme la fête des Lumières, sont annulés pour les raisons précédemment décrites. Ça arrive quelques jours après Halloween. Donc je ne sais toujours pas si c'est bien installé, pas vraiment installé dans notre pays. Est-ce que oui ou non il s'agit aujourd'hui déjà ou encore d'un rituel? Et puis ça arrive aussi quelques semaines avant Noël, un Noël qui prend déjà place dans la ville. Donc il y a un avant rituel et un après rituel. Alors, Martine Segalen, on vous qualifie parfois d'anthropologue du proche, et j'ai lu un très bel entretien avec vous d'un journaliste ou d'un chercheur avec vous, un dialogue sur ces notions d'anthropologue de l'ailleurs et du proche. Donc la question qu'on vous pose aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore des rites dans nos sociétés individualistes? Voilà, à vous la parole. Je vous remercie encore d'être là, d'avoir répondu tout de suite oui, et de nous éclairer sur cette notion de rituel. Eh bien, merci de cette introduction. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir à Grenoble aujourd'hui, avec ce soleil, cette neige sur ces montagnes. Et finalement, c'est peut-être pour la Parisienne que je suis, la première bouffée d'air frais, si j'ose dire, depuis une dizaine de jours. À Paris, c'est un petit monde et on connaît tous, même si on n'est pas directement impacté, quelqu'un qui, etc. Dans notre cas, c'était deux jeunes, bien que je mange sur mon temps de parole, tant pis, c'était deux jeunes
patron d'un restaurant italien familial où on va depuis 3 générations manger avec les enfants, les petits-enfants, et qui ont été tués parmi les premiers. D'ailleurs, j'ai appris une barre. Bon, et effectivement, j'ai accepté cette invitation et de parler de ce sujet il y a plus pas 2 mois ou 3 mois, et je veux dire qu'on est en plein dedans, nous tous, nous avons tous été pris par les manifestations suivantes dans ce petit restaurant dans lequel je passe, mais j'étais ahurie, il y a des montagnes de fleurs, de papier, de bougies qui sont allumées, ce qui prouve que, comme vous disiez, le vivre ensemble, on en a besoin, surtout dans des moments particulièrement forts, et ces moments-là nous aident à vivre ensemble. Alors, je vais vous faire, comme j'ai été professeur, un exposé que je vais faire en 2 parties. Je vais d'abord donner quelques indications générales sur la question qu'on se pose, comment les définir et qu'est-ce qui les caractérise ou ne les caractérise pas dans nos sociétés contemporaines, puisque les rites et l'idée de ce concept est un des domaines, comment dirais-je, premiers de l'anthropologie, des sociétés qu'on appelait exotiques ou lointaines à un moment. Comment peut-on transposer ce concept dans nos sociétés? Donc je vais évoquer un certain nombre de généralités, et puis ensuite je prendrai quelques exemples pour vous montrer quelque chose qui nous est apparu à tous ceux d'entre nous qui travaillons sur ces questions, c'est la plasticité de ce que sont ces manifestations. Ce sont des plasticités finalement à la fois de sens et de forme, et quelque chose qu'on a toujours tendance à penser comme quelque chose d'immuable et qui ne bouge pas, non seulement bouge dans sa forme, mais aussi bouge dans son sens, et c'est toujours un rite ou un rituel. Alors effectivement, on a dit pendant longtemps qu'il n'y avait pas de rituel plus de rituel dans les sociétés contemporaines, parce que les anthropologues qui avaient les premiers étaient fascinés par ces manifestations de grande ampleur qui mettent en jeu toute une communauté, le corps, le physique, etc., s'apparentaient à des manifestations religieuses ou étaient classées du côté du religieux, et du coup, nos sociétés se laïcisant, on se demandait si finalement ce qu'on pouvait observer dans nos sociétés relevait encore de cette définition du rituel, puisque, une fois encore, dans les sociétés exotiques, quand il y a un rituel, ça va désigner un chef, ça va faire passer les gens d'une classe d'âge à l'autre, et tout ce qui était articulé ensemble, le jeu, la chanson, les manifestations, les gestes, semble être dans notre société disjoint. Donc pendant un temps, on a dit que ça n'existait pas. Et s'il faut donner une définition du rite et du rituel, ou de la différence, là encore, les anthropologues, dans les années 1950-60, se disputaient tous sur la définition, jusqu'à dire ce qui arrive souvent dans un domaine scientifique, voilà un beau concept qui nous semble très utile comme analyseur de la société, finalement on met tellement de définitions différentes dedans que ça ne sert plus à rien, balayons-le. C'est ce qu'a dit le grand anthropologue Jack Goody, qui était, disait-il, contre le rituel, parce que c'est une pensée floue à propos d'un sujet flou. Alors, le danger, quand on sait quand même qu'il y a ces formes, on ne sait pas comment les nommer ni les qualifier, le danger c'est de dire qu'on en voit partout. Alors le fait de serrer la main, voir nos rituels quotidiens, prendre une douche, se laver les dents, j'ai employé le mot rituel, en sonce finalement, mais en même temps, dans l'histoire de nos sociétés contemporaines, c'est vrai que les années 1970, disons dans la pensée post-68A, qui était contre l'institution, en partie, c'est vrai qu'il y a eu à la fois une forte laïcisation de la société et en même temps une disparition de ce qu'étaient les grands rituels laïques. Par exemple, à l'école, il n'y a plus de distribution des prix. D'autre part, on voit bien que la désaffection pour le mariage, ça n'empêche pas les gens de se mettre en couple et d'avoir des enfants, mais on n'a plus envie de ce grand processus, et justement dans la mesure où l'individualisation devient importante,
Ce qu'on met en avant, c'est la vérité des sentiments et non plus l'institution. D'autre part, les communautés locales, rurales, à partir des années 1970, ont tendance à se désagréger avec des nouveaux venus. Et donc, là aussi, ce qui était un socle territorial de cohésion sociale, tout cela a disparu. Et puis, souvent, on dit que le mot, si on comprend que le mot rite puisse se définir, et je vais le faire, on se dit que rituel, souvent, c'est employé dans le sens de cérémonie vide de sens. C'est-à-dire qu'on irait à une messe, mais on y assiste rituellement, parce que c'est ce qu'on fait toujours, mais on n'y met pas de sens ou de contenu. Et là aussi, ça a contribué à dévaloriser la pensée sur ce qu'on doit appeler des manifestations. Et pourtant, on voit bien que ces rites, c'est difficile de définir le rite, ça me plaît le mot, mais disons que ces manifestations, on sent bien qu'elles existent et dans des registres neufs qui peuvent être détachés du religieux. C'est vrai que ce qu'on voit avec cet allumage de bougies partout et de fleurs et de petits textes, ça relève d'une forme de transcendance laïcisée, mais ça fait participer à quelque chose de collectif, à un corps collectif. Et j'ajouterais aussi que dans certaines de ces formes dont je parlerai tout à l'heure, il y a la force collective est démultipliée par tout ce qui sont les nouveaux médias maintenant. Et donc, une des fonctions de ces manifestations, qui est la fonction communicative, eh bien, elle s'étend à l'infini, et j'en donnerai des exemples à travers la multiplication de la télévision, quand des événements nationaux deviennent des événements planétaires. Alors, les rites, ce qui fait dire que dans nos sociétés contemporaines, même laïcisées, l'homme a besoin de ces formes. L'homme est un animal cérémonial, l'homme est un animal cérémoniel, disait le philosophe Wittgenstein. Et c'est vrai que le rite, ce sont des actions particulières qui mettent ensemble des gens pour faire des choses ensemble avec des slogans, des mots d'ordre, des signes particuliers sur soi, de vêtements, signes corporels, etc. Et c'est ça qui va définir ces rituels. Finalement, on peut aussi bien parler, quand certains de mes collègues d'ailleurs les ont observés, l'organisation de rites politiques, bon, tout ce qui tourne autour finalement du politique, et on a juste besoin de regarder ce qui se passe à la télévision en ce moment, on voit bien qu'il y a des mises en scène pour faire participer, pour fabriquer une communauté, etc. Et des rituels qui sont aussi nouveaux à mon avis, qui sont les rituels de la commémoration, qui sont des cérémonies qui se sont mises en place, on le voit bien, et qui se multiplient avec cette obsession qui caractérise notre société, l'obsession dite du présentisme. Alors, les rites contemporains aussi, ce qui les caractérise par opposition à ce qu'étaient les rites dans les sociétés exotiques, c'est qu'on a dit pendant un bout de temps qu'ils étaient marginaux. Les rites dans une petite communauté en Nouvelle-Calédonie ou en Afrique ou ailleurs, ils sont au cœur de la société. Ce sont des événements qui finalement gèrent aussi bien le familial, le politique, le collectif. Et nous, on a dit pendant longtemps que les rites étaient marginaux, parce que c'était les rites sportifs, parce que ce sont des rites qui ne sont pas au cœur de la société. Mais en fin de compte, c'est très ambigu tout de même, parce qu'on peut se dire, et ça Christian Bromberger a beaucoup travaillé là-dessus, que comme le football par exemple, que ce sont en fait des moments symboliques de la société qui sont à leur façon au cœur de nos sociétés. Parce qu'ils appellent à une émotion collective
Et on voit bien que cette émotion collective, elle assure la continuité sociale, et on voit bien combien, une fois encore, c'est démultiplié par la puissance médiatique. Alors l'exemple que j'avais pris, sans penser à ce qui se passerait entre le moment où j'ai préparé mon exposé et maintenant, c'était de se dire, pensons à la façon dont la planète littéralement avait vibré à l'enterrement d'une princesse qui était morte dans un accident d'auto sous le pont de l'Alma, et comment, par exemple, assez curieusement, il y a une espèce de monument à côté qui est une flamme qui avait été mise, je ne sais pas, qui a été installée là, sur le côté du pont de l'Alma il y a très longtemps, et que les gens ont pris pour un mausolée de la princesse Diana, qui pendant, maintenant plus, mais pendant 10 ans ou 15 ans a été couverte de papier, de petites cérémoniales individuelles que chacun allait faire. Pensons aussi à la façon dont la papauté, par exemple, utilise pour faire ces énormes messes, dédiées maintenant, qui permettent de faire participer de très larges communautés. Alors, je voudrais, vous voyez, je vais essayer un peu de vous montrer quelles sont ces caractéristiques de nos sociétés laïcisées, même si bien sûr il y a tous ces rituels religieux qui existent encore et auxquels maintenant, qui sont eux-mêmes d'ailleurs très travaillés par l'individualisme, puisqu'on sait bien que quand il y a un enterrement par exemple, on va enterrer un mort spécifique, il va y avoir un cérémonial qui va être instauré spécialement pour qu'on puisse parler de ce mort-là, des qualités qu'il avait dans la vie, etc., de ses amitiés. Donc on voit bien que l'individualisme et l'individualité de chacun jouent. Alors je vais vous donner donc quelques exemples de ces rites maintenant, de leur potentiel créatif aussi, parce qu'il y a une inventivité rituelle tout à fait remarquable, et qui aide les individus à passer ou à dépasser des moments de crise existentielle. Alors il y a un thème de base dans les rites, évidemment, dont les uns et les autres ont peut-être entendu parler, mais qui est, ne serait-ce que, on peut ne pas être anthropologue, nobody's perfect, mais en tout cas on a vu ça dans les journaux, les rites de passage par exemple. Alors les rites de passage, c'est un des critères de base, enfin une des définitions de base de la discipline anthropologique. C'est vieux maintenant, c'est un concept mis en place par le grand folkloriste Arnold van Gennep, c'est un livre qui date de 1905, quelque chose comme ça, qui essayait justement d'organiser un petit peu le désordre de tous les actes qui sont faits à l'intérieur de ces grands rituels. Et il avait donc mis en place ce qu'il appelait ce concept de rite de passage, en disant qu'il y a des rites que chacun d'entre nous, dans notre vie individuelle, nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, nous passons à travers des étapes, et à chaque fois il y a un cérémonial qui nous permet de passer d'un état social à l'autre. Et donc le rite de passage, évidemment le plus évident, c'était le mariage, qui permettait, notamment pour les filles, dans les sociétés traditionnelles et les sociétés bourgeoises jusque dans les années 50-60, d'accéder à la sexualité, d'accéder à l'état d'adulte complètement, etc. Donc ce rite de passage, c'est un concept qui a été très utilisé et pour caractériser justement les étapes de la vie. Or, on peut voir maintenant qu'il y a une transformation complète, une évolution en tout cas de ces rites de passage. Il y a d'abord, par exemple, il y a certains passages qui sont très socialisés et pas d'autres. Par exemple, dans nos sociétés, les premières règles des filles ne sont pas du tout socialisées, sinon de temps en temps par une gifle. Mais alors que c'est très socialisé dans les sociétés non européennes. Et autrefois, il y avait les passages de la jeunesse à l'étape adulte qui étaient tous ensemble. Dans les années ou d'après-guerre, par exemple, jusque dans la période qu'on a appelée les 30 Glorieuses,
on arrivait, on sortait de chez ses parents, on avait un job, on se mariait, on s'installait, et on voit bien qu'on passait d'un état social à l'autre de la jeunesse. Maintenant, on voit bien que ce sont des passages qui s'échenillent, qu'on sort de chez ses parents, mais on a à y retourner, on attend un boulot, on se met en couple, mais c'est peut-être pas le bon compagnon ou la bonne, on voit bien, bonne compagne. Donc on voit bien que ces rites s'échenillent. Mais alors il y en a d'autres qui surgissent. Par exemple, le permis de conduire. Ça c'est un rite très important. Ou avant, je pourrais dire maintenant, pour les premières règles, on n'a pas une gifle, mais on a un téléphone portable en gros. Et ça c'est aussi la marque de passage d'âge chez les enfants. Qu'est-ce qu'il y a comme rite concernant le passage de la jeunesse ? Le 1er juin, le bac. Le bac, est un rite très très important dans la mesure où il y a toute une classe d'âge qui passe ensemble un examen dans lequel toute la famille est investie et qui va transférer d'un jeune un citoyen de la culture française qui en principe partage un certain nombre de connaissances de base. Et c'est véritablement l'exemple de ce que Pierre Bourdieu a appelé le rite d'institution. Pierre Bourdieu, le grand sociologue, critiquait la notion de rite de passage, l'idée qu'on passe d'un état social à l'autre, et il avait forgé cette idée du rite d'institution qui, me semble-t-il, s'applique très bien au cas du bac, parce que le rite d'institution sépare ceux qui l'ont de ceux qui ne l'ont pas. Et effectivement, le bac est dans ce sens-là un rite d'institution très important pour la jeunesse, même si les difficultés sont encore devant elle, évidemment. Qu'est-ce qu'on voit apparaître et continuer d'être, et qui est typique alors de la définition d'un rite de passage, c'est le bizutage des grandes écoles, qui soit interdit par la loi. On sait que par les excès quelquefois qui se manifestent, on sait que ça continue à se pratiquer. Et alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui est tout à fait semblable à ce qui se passe dans les rites initiatiques, par exemple très connus dans les sociétés ouest-africaines, où il y a un marquage des corps, où le jeune qui est pris, le jeune bisu, pratiquement on les déshabille, on leur fait subir toutes sortes d'épreuves physiques, on leur enlève leur nom, et ils renaissent ensuite, après avoir passé un certain nombre d'épreuves, y compris d'épreuves physiques, semble-t-il pas toujours très agréables, ils renaissent, et ensuite ils vont participer, parce qu'ils ont eu subi ces épreuves-là, ils vont participer à une communauté qui va durer toute leur vie, qui est la communauté de leur école à laquelle ils appartiennent, et qui se tiendra les coudes, et qui fera des fêtes chaque année, qui permettra de maintenir le lien. Alors, il y a maintenant des versions plus light, on pourrait dire, comme Coca-Cola Light, des versions plus light qui sont les week-ends d'intégration, enfin, le mot de bizutage n'ayant plus court, on va remplacer ça par week-end d'intégration ou week-end de parrainage, où là aussi, les jeunes qui sont dans ces écoles, après avoir passé ces semaines-là, ont le sentiment d'appartenir à une communauté, et une communauté, et malheureusement en France, à mon grand regret, je veux dire, je travaille à l'université de Nanterre, on ne peut pas dire qu'on arrive à créer une communauté d'étudiants de Nanterre. J'espère qu'on en crée peut-être communauté de Grenoble, mais quand on voit les universités américaines avec tous les jeunes qui ont des t-shirts avec le nom de l'université écrit dessus, moi j'ai essayé de faire la promotion à Nanterre de t-shirts, mais ça n'a jamais marché. Dire que c'est vrai que l'université possède une capacité de résistance assez remarquable à ce genre de choses. Mais vous voyez, le rite, il sert à ça, à fabriquer une communauté. Alors, parmi les rites de passage qui continuent à fonctionner, c'est le mariage, puisque malgré le Pax, mais après tout je vais en dire un mot, on continue quand même à se marier, 250 000 mariages par an. Et il y a d'ailleurs maintenant, à propos des Pax, des rites de Pax, c'est-à-dire que certains jeunes se paxent et pour eux considèrent ça comme un geste
administratif, comme aller, je sais pas, se faire installer un compteur à gaz ou mettre en route l'électricité dans leur logement. Mais il y en a d'autres, au contraire, qui considèrent que c'est une phase rituelle qui peut-être aboutira à un mariage, peut-être pas, mais qui se font une fête de Pax. Quoi qu'il en soit, les mariages continuent maintenant de se faire. Alors, ce ne sont plus des rites de passage tels que je les ai décrits tout à l'heure, parce que la mariée et le marié ont souvent vécu ensemble avant, ils ont même des enfants bien souvent, puisqu'ils se marient assez tard finalement. Et ils ont déjà acquis le statut d'adulte, bien entendu, et c'est peut-être parce qu'ils sont adultes et parce qu'ils ont rassemblé assez d'argent qu'ils vont pouvoir faire leur fête de mariage. Mais du coup, on dit je fais un mariage traditionnel. Mais en fait, le mot, la tradition, ne veut plus dire grand-chose, parce que ce n'est pas le mariage de leurs parents, ni même de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. C'est une fête complètement nouvelle qui est inventée, et l'inventivité dans les rites se marque notamment dans les mariages, justement, où il y a des inventions festives qui rapprochent d'ailleurs beaucoup les mariages de formes de choses qu'on voit à la télévision, de spectacles. Il y a une spectacularisation très importante. Le rite devient d'autant plus... que les mariages, maintenant, coûtent très cher, sont préparés très longtemps à l'avance. Je veux dire que dans les mariages, moi, les fêtes de mariage que j'ai pu étudier en milieu rural, etc., quand les gens décidaient de se marier, ils se mariaient 3 mois après. Bon, les repas étaient importants, etc., mais ça ne revêt pas l'importance que ça revêt maintenant, où le mariage maintenant s'étale sur 3 jours, parce qu'on ne le fait pas, on le fait à la campagne, on fait venir les copains le vendredi, puis on se marie le samedi, et puis le dimanche il y a encore une fête, et il y a des inventions rituelles qui sont très très fortes, avec ce mot qui est assez étonnant et qu'on n'aurait jamais entendu dans les années 60 ou 1930, c'est il faut réussir le mariage, il faut qu'il y ait une espèce de spectacularisation. Et d'ailleurs, il y a tout un ensemble de sites internet qui s'en donnent à cœur joie pour évidemment vous faire fabriquer du rituel. Et alors, un nouveau rituel est né que dont j'ai pu me rendre compte, et pas sur lequel j'ai pu faire du terrain direct, mais à travers mes propres filles et nièces, quand ça s'est passé il y a une vingtaine d'années, qui est l'enterrement de vie de jeune fille. Alors là, pour le coup, on parle de rituels qui disparaissent, je dirais un mot d'Halloween si la cloche n'a pas sonné avant, mais l'enterrement de vie de jeune fille, c'est un rite qu'on a vu naître il y a une vingtaine d'années maintenant. Alors l'enterrement de vie de garçon qui était en quelque sorte de célébrer la fin de la période de liberté sexuelle des garçons, puisqu'on allait se marier, se jurer fidélité, et surtout se mariant devant le maire. La loi va dire que si vous êtes le mari de quelqu'un, vous êtes le père de l'enfant qui va naître. Donc, ce qui n'est pas le cas si vous êtes concubin, comme vous le savez, où le père doit aller faire la déclaration de paternité, puisque sa compagne n'est pas censée avoir été fidèle nécessairement. Bref, il y avait l'enterrement de vie de garçon, avec tout ce qui allait autour, farce, sexualité plus ou moins drôle, farce, blague sexuelle, etc. Et les jeunes filles, elles n'avaient rien à enterrer, puisqu'elles étaient censées arriver vierges au mariage en tout cas. Et cet enterrement de vie de jeune fille, c'est venu dans ces années 1970-80, où effectivement la libération sexuelle des jeunes filles a été admise, et qu'après tout, elles aussi, elles avaient à enterrer leur passé avec leurs anciennes amours, pour elles aussi se dédier à la fidélité de leur couple. Et on a vu les premières années, les premières manifestations rituelles qui étaient assez portées sur le sexe. Il y avait des tas d'articles dans la presse là-dessus, avec des blagues qui étaient plus ou moins de bon goût. Mais ça a évolué beaucoup
rite d'amitié, les jeunes filles qui se marient dans les villes retournant plutôt dans les endroits où elles ont été scolarisées, où elles ont toutes leurs amies, et c'est le rite de dire plutôt adieu à sa vie d'amis, etc. Et là encore, c'est cette idée que les rituels sont très plastiques. On fait des enterrements de vie de jeunes filles, c'est souvent la meilleure amie ou la sœur qui l'organise et qui va l'organiser en fonction de la personnalité de la jeune fille. Si c'est une sportive, bon, ben, on ira lui faire un saut à l'élastique ou Dieu sait quoi. Mais si c'est quelqu'un qui est qui n'aime pas le saut à l'élastique ou les choses un peu violentes, et ben ça va être un week-end entre copines où elles vont faire de la thalasso, où elles vont aller dans un hôtel s'occuper de leur corps, etc. Donc ceci pour vous montrer que, contrairement à l'idée qu'on a quand on parle de rite comme quelque chose de très rigide, etc., il y a au contraire une grande plasticité dans les formes, et ça s'appelle toujours un enterrement de vie de jeune fille. Alors, je ne vais pas parler des funérailles, j'en ai dit un mot tout à l'heure. On voit bien que, en ce moment d'ailleurs, à l'occasion de la Toussaint, il y a eu des articles sur le fait qu'il y ait moins d'incinération qui soit demandée, ou en tout cas une demande de rituel. Là, il y a un manque qui peut s'exprimer quand il y a des incinérations, parce que la disparition du corps laisse la famille aussi très démunie, voire la possibilité de faire son deuil. Et la demande de rituels nous montre que nos sociétés ont besoin de rituels. Alors, je vais dire un mot plutôt d'un champ où le rituel s'exprime énormément, qui est le champ du sport, c'est CHAMP du sport. Et je veux parler, alors on peut parler du football, ça que Christian Bromberger a bien étudié, en montrant comment c'est d'abord le lieu de l'expression d'une identité, le lieu d'expression d'une identité locale à travers les supporters, comment les sportifs eux-mêmes, les gens dans les stades ont toutes sortes de rituels personnels pour s'assurer la meilleure chance au jeu. Puis j'ai même pas besoin de vous faire un dessin, vous avez tous vu à Wembley chanter la Marseillaise ou dans tous les stades, et on voit bien que le lieu même du stade de football est un lieu d'expression des rituels et un lieu d'expression des communautés. C'est pourquoi d'ailleurs il y a 3 personnes qui avaient eu la bonne idée d'essayer de se faire sauter à l'intérieur du Stade de France, évidemment. Alors un autre exemple que je voulais donner, puisque ça me touchait personnellement, puisque j'avais été une grande pratiquante de la course à pied, me demander finalement pourquoi il y a tant de gens qui se sont mis à courir en masse, individuellement ou par petits groupes, et puis finir par atterrir tous dans des marathons, dans des courses absolument énormes, où il y a 25 000 personnes qui courent à New York, 90 000 à Madrid, enfin des folies. Et je me demandais, je me disais qu'il y a toute cette activité physique qui est porteuse d'un rituel à la fois personnel et d'un rituel collectif et de sensations, d'épreuves passées ensemble. Alors si on pense par exemple au costume, le domaine du sport, c'est le domaine du costume. Si vous faites du vélo d'amateur entre copains ou copines, mais il y a plus d'hommes, enfin, vous avez besoin de cuissards, du casque, des godasses, des gants, enfin, etc. Et la course à pied, c'est pareil maintenant, même si ça ne s'exprime vraiment que de façon intéressante dans les chaussures, on voit bien qu'au fil du temps, moi ça m'a passionné de voir comment l'équipement finalement se spécialisait. En ce moment, la mode, semble-t-il, c'est les grandes chaussettes hautes qui sont un peu des bas de contention.
Donc il y a un équipement, il y a un déguisement, hein. Il y a le déguisement du sportif, ben, il y a le déguisement du footballeur, bon, ce sont des professionnels, mais il y a le déguisement du coureur à pied. Et la course à pied et surtout les marathons permettent d'une certaine façon de franchir une espèce de tabou du corps. On participe à un moment cathartique. Dans les marathons, on est à la fois spectateur soi-même parce qu'on fait une espèce de voyage, et puis on est aussi, on donne le spectacle de nous-mêmes et on passe une étape et une épreuve qui est réussie en général, quelle que soit d'ailleurs la durée du temps, enfin le temps qu'on a mis pour faire ça. Et on voit bien que, si je vais employer des mots assez forts, on reconnaît, si vous voulez, dans ces sports, et de plus en plus dans les sports dits de l'extrême, les analyses de Marcel Mauss sur le sacré et le sacrifice quand on va au-delà de soi-même. Et on voit bien aussi que l'organisation même, vous parliez de territorialité, des marathons a un sens, puisque toutes les grandes métropoles maintenant en veulent, y compris Beyrouth par exemple, qui est le seul lieu où on arrive à faire courir dans tous les quartiers de la ville le marathon. Et pensons là aussi, pensons tristement aussi au marathon de Boston, puisqu'on a choisi ce lieu, Boston étant la première ville où il y a eu un marathon, pour se faire exploser il y a 2 ans, et qui fait que l'année suivante, le week-end suivant, il y a eu le marathon de Londres, et ils avaient couru le marathon de Londres. Alors, je ne sais pas si mes 5 minutes, je ne sais pas qui dit stop finalement, c'est vous? Ce sera moi. Ça va être vous. Alors, je pourrais aussi parler du culte des saints, par exemple de nos nouveaux saints, S-A-I-N-T, qui sont les champions et les idoles mortes. Même la tombe de Luis Mariano, je ne sais pas si ça dit quelque chose aux plus jeunes, continue d'être fleurie, mais il y a un culte. Un de mes jeunes collègues, Gabriel Segré, a écrit un livre passionnant sur le culte dévoué à Elvis Presley, dans sa maison de Graceland, où il y a, alors là, les gens savent les organiser, les rituels, et savent en faire un commerce, évidemment. On va à Graceland, on a des bougies, on s'inscrit pour faire un cortège, et on passe devant la tombe, et il y a ceux qui sont déguisés en Elvis Presley, et des gens qui vivent leur nouveau culte individuel, etc. Vous parliez d'Halloween, j'aurais pas le temps d'en parler non plus. Halloween est un rituel qui a raté, c'est-à-dire qui a essayé de prendre en France. Autant le rituel de Noël tel qu'on le connaît a pris après la guerre, alors qu'il était tout à fait mis en cause par son aspect commercial. Il y a un très bel article de Claude Lévi-Strauss qui s'appelle « Le Père Noël brûlé en place de grève » à Dijon, je crois en 1946, où l'Église s'est émue de voir, sous l'influence d'ailleurs des troupes américaines, du Père Noël, Coca-Cola, vous voyez, Santa Claus, que Noël perdait son caractère sacré et religieux au profit d'un caractère profane, avec l'arbre de Noël, les décorations, les cadeaux, etc. etc. Et donc, Claude Lévi-Strauss a écrit un très bel article pour montrer pourquoi on faisait des cadeaux aux enfants qui représentaient les âmes des morts, et comment Noël s'inscrivait dans un terreau liturgique ancien en France, qui fait que ça a pu croître et embellir. Tandis que Halloween, non, Halloween a été un rite qui a essayé de prendre et qui a raté. On a bien vu que pendant certaines années, tous les commerçants se couvraient de toiles d'araignée ou de masques de sorcières, et maintenant c'est complètement passé à la trappe, notamment parce que c'était soutenu par les écoles et que ça tombe au moment des vacances. Alors, je vais, avant que vous me coupiez la parole, me la couper moi-même, en disant que, vous voyez, les rituels, on en a besoin, on en a absolument besoin, et ils sont une sorte de miroir dans lequel se reflète notre société. Voilà, je m'arrête moi-même. Merci beaucoup.